Bonjour et merci de nous rejoindre pour Ici l'Europe sur France 24 et Radio France Internationale. Nous sommes à la Commission européenne en compagnie d'un homme qui a été plusieurs fois ministre en Espagne et qui aujourd'hui est devenu le gendarme de la concurrence. Oui, en tant que vice-président de la Commission, il manie le bâton contre tout monopole ou position dominante au sein du marché européen. Parmi les dossiers qu'il a eu à traiter récemment, on citera l'aide des États aux banques, Google ou encore le projet de fusion entre les places boursières NYSE Euronext et Deutsche Börse. Ancien secrétaire général du Parti socialiste espagnol, il nous dira comment aujourd'hui son pays peut sortir de la crise avec à sa tête le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy. Joaquín Almunia, bonjour. Merci d'être en notre compagnie. Bonjour. Alors, à l'heure où nous parlons, le gouvernement français annonce la dégradation de la note française. Elle aurait perdu, cette France, son triple A auprès de l'agence Standard & Poor's, à la différence de l'Allemagne qui le conserverait. Est-ce que c'est une catastrophe pour l'Europe? C'est évident que la situation des économies de la zone euro souffre pas seulement par les problèmes spécifiques de chacune d'entre elles, qui ne sont pas les mêmes dans un cas et dans l'autre, mais souffre d'un manque de solutions globales pour le problème de fonctionnement de la zone euro, de l'Union économique et monétaire. Je crois que dans la mesure où pas seulement les ajustements économiques et budgétaires vont se développer dans les prochains mois et dans les prochaines années, mais aussi dans la mesure où les décisions globales pour améliorer le fonctionnement de la zone euro vont être prises. Il y a beaucoup de décisions qui ont été prises, il y a beaucoup de décisions qui attendent et qui probablement vont être adoptées dans les prochaines semaines même. Tout cet manque de confiance des marchés va être éliminé et le futur économique de toutes nos économies, le futur économique des économies de la zone euro va s'améliorer. Parlons d'un autre sujet qui fait la une de la presse, ce projet de fusion entre deux places boursières, l'américano-européenne NYSE Euronext et puis l'allemande Deutsche Börse. Est-ce que vous pensez que l'Europe a aujourd'hui besoin d'une grande place boursière, dimension mondiale, pour faire face aux autres places boursières? On pense bien sûr aux places asiatiques. Bon, je ne regarde pas le fonctionnement des marchés des capitaux et des bourses dans le sens de l'Europe contre les États-Unis, l'Asie contre l'Europe. C'est pas comme ça qu'il faut regarder. Vous défendez l'Europe. Vous défendez l'Europe. Oui, mais l'Europe se défend en ayant des marchés qui fonctionnent bien, qui sont efficients, qui aident les investissements, qui aident les investisseurs à dépenser son argent. On a besoin des investissements, on a besoin des marchés de capitaux qui peuvent financer l'activité économique réelle pour augmenter la croissance, pour créer des emplois. Et pour cela, l'expérience nous dit que ce qu'il faut, c'est des marchés qui fonctionnent bien. Mais on a cru comprendre que vous étiez contre cette fusion. On va décider sur cette fusion qui a été présentée comme projet au début de l'année dernière. On va décider le 1er février, ici à la Commission. Mes services de la DG Concurrence et moi-même et mon équipe, nous avons regardé toutes les circonstances qui sont pertinentes pour émettre une opinion, pour avoir une décision. On ne pense pas aux intérêts d'actionnaires de bourse, on pense aux intérêts tout d'abord des citoyens, on pense aux intérêts des entreprises qui ont besoin de capitaux, on pense aux intérêts de pays, des économies nationales, de l'économie européenne qui a besoin d'un marché de capitaux qui fonctionne bien. Et les monopoles ont démontré toujours dans l'histoire économique que ne sont pas les meilleurs alliés d'une économie qui fonctionne bien. Alors vous pensez aussi aux citoyens qui paient des frais bancaires. Vous vous insurgez contre l'archaïsme des moyens de paiement en Europe. Frais bancaires trop élevés, effectivement, et pas assez de moyens de paiement diversifiés, surtout, notamment sur le mobile. Cette gourmandise des banques, elle coûte cher à l'Europe en termes de croissance ? Oui, quand on utilise une carte de crédit ou une carte de débit, on paye un fee, une commission aux banques qui ont émis la carte et les commerces qui reçoivent nos paiements doivent aussi payer une commission. C'est normal parce que c'est un service qui est prêté par les banques ou par les compagnies des cartes de crédit ou de débit aux citoyens et au commerce. Mais
c'est un service qui a besoin de transparence. On veut la transparence, on veut la concurrence, parce que c'est la seule façon de payer les prix qui est juste et pas de payer un prix trop élevé pour cela. Le 1er janvier dernier, ça ne vous a pas échappé, on célébrait, ou on ne célébrait pas d'ailleurs, les 10 ans de l'euro. La monnaie unique qui aujourd'hui engluée dans une crise dont on ne voit pas bien l'issue. Alors, rappel de toutes les dernières étapes de cette crise avec ce reportage de Christophe Dansette. C'était le 1er janvier 2002, la joie pour le lancement de l'euro. 10 ans plus tard, la monnaie européenne est en pleine crise et ce début d'année 2012 commence par une mise en garde du porte-parole du gouvernement grec. L'accord de sauvetage doit être signé, sinon nous serons hors des marchés, hors de l'euro. C'en est fini du tabou de la sortie d'un pays de l'eurozone. Juste derrière la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal se trouvent en grande difficulté. Le tableau est bien sombre. Durant toute l'année 2011, les gouvernements européens ont tenté de résoudre la crise de la dette. Pas moins de 8 sommets dits cruciaux et finalement un pacte budgétaire décidé en décembre. Il prévoit un renforcement de la discipline budgétaire, des sanctions et davantage de régulation financière. Mais pour l'économiste Pascal Delima, il s'agit de mesures lentes à instaurer, insuffisantes quand la maison brûle. L'euro n'a un avenir que si l'on accepte aujourd'hui de mettre en place l'ensemble des décisions à très court terme et de mettre en place l'ensemble des décisions et des différents sommets européens qui ont eu lieu notamment le 8 et 9 décembre dernier. Un manque de vision et de leadership que déplore Jacques Sapir, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. On a mis des patchs sur les différents problèmes. Aujourd'hui, nous sommes à court de patchs et nous sommes devant une crise extrêmement grave. Les pays en difficulté de la zone euro auront besoin de 900 milliards d'euros dans le cours de l'année 2012. Si on fait le compte des ressources que l'on peut trouver, soit dans le Fonds européen de stabilisation financière, soit au FMI, au total, c'est 380 milliards d'euros qui sont disponibles. Le compte n'y est pas. Les 17 ont prévu de se retrouver le 30 janvier à Bruxelles, officiellement pour un sommet social. Mais ils devront une fois encore régler les détails des plans de sauvetage de l'euro. Et le diable reste logé dans les détails. Le compte n'y est pas. C'est ce qu'on entend dans ce reportage. La Grèce tente en ce moment d'ailleurs de renégocier avec les investisseurs privés un abattement de 50% sur le montant de ses remboursements. Et apparemment, là encore, l'Union européenne va probablement devoir mettre une fois encore la main au portefeuille. Est-ce que d'ailleurs c'est un bon signal? Est-ce que la Grèce continue à faire des efforts de rigueur dans son coin? Bon, tout d'abord, je dois dire que l'euro n'est pas coupable. L'euro, c'est la monnaie. Mais les erreurs des politiques économiques, l'augmentation du niveau de dette publique, la manque de contrôle de déficit public n'a rien à voir avec la monnaie. Alors, s'il vous plaît, il ne faut pas mettre sur l'euro la responsabilité des erreurs des politiques économiques ou de mauvaise gestion économique. Donc l'euro nous a tous mis dans le même bateau. Bon, l'Europe et l'euro nous aident à résoudre nos problèmes d'une façon plus facile, moins coûteuse, pourvu qu'on croit à l'Europe. On croit à l'intégration européenne, on est convaincu qu'en prenant des décisions coordonnées, en prenant des décisions communes, on va s'en sortir mieux que chacun pour soi. Jusqu'où on peut aider la Grèce? C'est la question finalement aujourd'hui qui se pose d'ailleurs aux citoyens européens. La Grèce doit s'aider elle-même. Les autorités grecques, la société grecque doit être consciente, et je crois qu'ils sont conscients dans la plupart des occasions, qu'ils ont commis des erreurs dans le passé, qu'ils ont beaucoup de tâches qui doivent être menées à bien, des ajustements budgétaires, des réformes structurelles. Ils font ça en ce moment? Oui, je crois qu'ils sont en train de faire un grand effort, mais il y a de la résistance aussi, parce que le changement, les réformes, les ajustements ne sont pas agréables. Mais dans la mesure où les autorités grecques et la société grecque prennent les décisions qui sont nécessaires, qui sont recommandées ici à Bruxelles pour surmonter ces problèmes, il faut leur aider. Parce qu'eux, seuls, ne vont pas obtenir tous les résultats qu'ils ont besoin d'obtenir pour s'en sortir d'une crise très profonde et très douloureuse. On est actuellement en train de finaliser l'accord de décembre pour le prochain sommet qui aura lieu à la fin du mois de janvier. On a l'impression, d'après ce qu'on entend, que le rôle de la Commission va encore être amoindri. Est-ce que vous avez l'impression, en tant que vice-président de la Commission, que c'est toujours Paris-Berlin qui mènent le jeu, qui ont tout le pouvoir et qui ne laissent finalement que
quelques miettes du pouvoir exécutif à la Commission? Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses? Je ne vois pas les choses comme une question de bataille entre d'un côté Paris et Berlin et d'un autre côté la Commission européenne. Sincèrement, je ne vois pas comme ça les choses. Ce que je vois, c'est que tous les pays de l'Union européenne à 27, et en particulier pour des questions de l'Union économique et monétaire et de la monnaie unique, tous les pays qui partagent la même monnaie, les 17 pays de la zone euro, doivent agir ensemble. Et ce ne sont pas seulement les gouvernements nationaux de ces pays, ce sont les parlements de ces pays, c'est les parlements européens, c'est les conseils européens, c'est la Commission européenne. Chacun a ses responsabilités. Et chacun doit respecter les responsabilités des autres. Parce que mais c'est le cas, chacun les respecte vraiment? Ou on sent bien quand même des frictions de pouvoir? Pas toujours, mais on a déjà une crise depuis le 2007, et en particulier depuis 2008, depuis Lehman Brothers. Et on a l'expérience que chaque fois que l'on a essayé de prendre des décisions en dehors des institutions communes de l'Union européenne ou de l'Union économique et monétaire, les choses ne marchent pas. Et sur le fond du pacte budgétaire, finalement, qui a été décidé en décembre, qui doit être finalisé à la fin du mois au niveau des chefs d'État et de gouvernement, on dit qu'il y a un accord. Est-ce qu'il vous semble que c'est à même de rassurer les marchés? Rien ne semble les rassurer. Bon, je crois qu'on a adopté déjà des décisions par la Commission européenne, par les gouvernements au niveau du Conseil européen, par les parlements européens, par les pays eux-mêmes, pour renforcer la discipline budgétaire. Et maintenant, on veut encore avoir une plus grande sécurité, que tous les engagements, tous les compromis vont être appliqués. C'est très bien. C'est une condition nécessaire pour s'en sortir. Mais qu'est-ce qu'ils demandent les marchés? En plus de la discipline budgétaire, ils nous demandent et où est la croissance? Qui va agir pour obtenir les bénéfices une fois que l'on a ajusté le budget, une fois que l'on est en train de réduire. Parlons de croissance avec votre pays, l'Espagne, et le nouveau gouvernement conservateur de Mariano Rajoy. On apprend que le déficit public est maintenant de 8%. Il faudra qu'il soit réduit à 4,4% en un an à la fin 2012. Est-ce qu'on ne va pas complètement étrangler l'Espagne? 40 milliards de coupes budgétaires. Dans le cas de l'Espagne ou dans le cas de beaucoup d'autres pays européens, et pas seulement européens, mais on parle de l'Europe aujourd'hui, il faut, quand il y a des déséquilibres budgétaires, quand il y a des niveaux de dette publique trop élevés, il faut ajuster, il faut faire la consolidation budgétaire, il faut faire des ajustements fiscaux, mais c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faut coordonner cela avec des réformes structurelles qui vont libérer des forces pour la croissance, qui vont faire des économies plus dynamiques, plus productives. Il faut aussi que les pays qui n'ont pas besoin de faire des ajustements budgétaires aident, coopèrent et fassent une compensation à la manque d'activité économique qui découle de ces ajustements budgétaires qui sont nécessaires. On ne connaît pas grand-chose de ce programme de Mariano Rajoy, si ce n'est que, il est un conservateur bon teint, mais on ne sait pas grand-chose de son programme. Quand vous parlez des ajustements nécessaires, est-ce qu'il est l'homme providentiel de l'Espagne? Je ne l'ai pas voté. Non, ce n'est pas à moi de faire, disons, de faire avec 23% de chômage, vous avez quelques idées. D'un gouvernement, soit le gouvernement de l'Espagne ou de n'importe quel autre pays. Moi, je suis commissaire européen, j'ai la responsabilité d'exiger à l'Espagne, en France, en Allemagne ou en Grèce, qu'ils fassent ce qu'on a accordé en commun au niveau européen, parce que c'est la meilleure façon de s'en sortir et de supérer les problèmes et d'obtenir un futur beaucoup mieux que le présent. Et le présent, c'est difficile. 23% de chômage quand même dans votre pays. En Espagne, il y a un chômage terrible. Record. Terrible, oui. Et pourquoi là? C'est la chiffre la plus élevée de toute l'Union européenne. Pourquoi? Par beaucoup de raisons, mais la raison numéro un, c'est qu'en Espagne, il y avait une bulle du secteur immobilier qui avait créé beaucoup d'emplois lors des années avant la crise. Mais avec la crise financière, avec les conséquences de la crise, la bulle a éclaté et des millions de gens sont allés au chômage. On ne peut pas trouver dans le court terme la façon d'obtenir des emplois alternatifs. On termine sur la Hongrie. On termine bien sûr sur la Hongrie avec le gouvernement ultra-conservateur de Viktor Orban qui est sous le feu des critiques européens. Mais
pour l'instant, on a l'impression que les États ne tapent pas du poing sur la table. On a juste entendu quelques critiques de la Commission qui pourraient aller plus loin concernant toutes les lois liberticides qui ont été adoptées. Est-ce que pour vous, la Hongrie est aujourd'hui encore un État de droit ? Bon, il y a d'un côté, l'on a discuté récemment au Collège des commissaires, on a regardé, on a discuté beaucoup d'infractions dans différents secteurs, soit l'indépendance de la Banque centrale, soit la protection des données, soit certaines mesures des impôts, l'indépendance des juges, etc. Ce sont des différentes procédures d'infraction qui ont été entamées ou qui sont en train d'être discutées. Mais au-delà de ces infractions partielles, on se demande, et on s'est demandé à la Commission européenne dans les jours passés, quand on a discuté en général de la situation de l'Hongrie, cela signifie qu'il y a un problème, on peut dire, systémique en Hongrie. C'est le système qui a besoin d'une action au niveau européen, et c'est ce que la Commission a décidé d'analyser, et d'analyser avec l'article 7 du traité de l'Union comme la référence de comment les institutions européennes pourraient agir les cas où ces problèmes systémiques, et pas seulement des problèmes partiels, et ça peut aller loin, c'est fort. Ça peut aller loin pour faire plier Viktor Orban ? Il faut tout d'abord analyser, il faut être prudent, il ne faut pas anticiper les conclusions, mais nous sommes décidés à analyser tous les aspects qui, c'est vrai, d'après les informations que l'on reçoit et les informations qui arrivent ici à Bruxelles, sont une raison d'une préoccupation assez élevée. Avec l'appui des capitales européennes ? Avec l'appui des capitales européennes ? Oui, finalement, s'il y a une action basée sur l'article 7 du traité de l'Union, c'est le Conseil. Ce sont les États membres, par une majorité qualifiée, qui devraient trancher, oui. Joaquín Almunia, merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Merci beaucoup et à très bientôt pour plus d'informations sur nos deux antennes. À très bientôt.